venus si nombreux. Je vois que le sujet intéresse et j'aimerais savoir qui parmi vous ne connaît pas le château de Langley. Bien, vous ne l'avez jamais vu, vous ne savez pas où il est. D'accord. Donc, c'est cet édifice que vous voyez donc sur la diapositive qui se trouve de l'autre côté du port de Nice, sur le promontoire du Mont-Boron. Voilà. Alors, moi, je voulais vous dire que je ne suis ni historienne, ni niçoise et ni écrivaine. Alors, vous me demanderez, mais pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi avez-vous écrit un livre sur le château de Langley ? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je suis passionnée de recherche, j'aime les beaux sites et j'ai la chance de résider une partie de l'année au château de Langley. Et quand nous sommes arrivés avec mon mari dans les années 90 à Nice, j'entendais tellement de lieux communs, tellement d'histoires un peu farfelues sur ce château, que je me suis mise à faire une recherche. Et j'étais passionnée de cette recherche aux archives départementales, aux archives municipales. J'ai eu la chance de rencontrer Luc Thévenon, qui à l'époque était conservateur en chef des Alpes-Maritimes et qui m'a ouvert les portes, qui m'a facilité également l'examen des dossiers et des documents sur le château de Langley. Alors, j'ai rédigé un texte, un manuscrit dans ces années-là. Donc, j'ai fait les recherches de 95, donc ça remonte à plus de 20 ans jusqu'en 2002. J'ai rédigé mon manuscrit et pour diverses raisons, je l'ai laissé dans un tiroir. Voilà. Et 20 ans plus tard, sans savoir que Nice allait être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai rencontré mon éditeur, Michel Bounous, qui est ici dans la salle et que je remercie, éditeur de Baie des Anges, et qui a manifesté un intérêt pour le château de Langley et pour ce livre. Donc on l'a revu ensemble, depuis 2 ans on y travaille, et donc le livre a été publié cette année au mois de septembre. Alors je me suis concentrée surtout sur la vie du constructeur, le colonel Smith, parce qu'on a tellement parlé de ce château de Langley dans tous les sens, et j'ai voulu rendre hommage à ce colonel anglais qui revenait des Indes. Alors si vous le voulez bien, je vais retracer un peu la vie, la biographie du colonel Smith. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, il naît en 1787, et il est né à Nancy, donc en France, parce que ses parents faisaient le grand tour, qui était une habitude en vogue à l'époque pour les Anglais. Il n'est pas aristocrate, avec un nom comme Smith, on s'en doute, et il fait partie d'une famille de fonctionnaires et de militaires qui étaient au service de la Compagnie des Indes orientales. Ses parents avaient déjà vécu en Inde, ses 2 frères plus âgés que lui était né là-bas et lui s'engagera à l'âge de 15 ans comme cadet aussi de l'école militaire de la Compagnie des Indes orientales. Et donc il partira en Inde lui aussi. Donc à l'époque c'est une compagnie prestigieuse, le raj anglais n'existe pas encore, c'est-à-dire le dominion de l'Angleterre sur les Indes, parce qu'on doit dire les Indes à l'époque et non pas l'Inde. Et il fera carrière militaire jusqu'à l'âge de 43 ans, quand il rentrera en Angleterre, surtout pour raison de santé. Voilà. Alors, cela peut paraître un parcours assez banal pour un militaire de cette époque, si ce n'est que notre colonel a énormément de facettes à sa personnalité. Il est non seulement militaire, il est également artiste peintre, aquarelliste, il est conservateur des monuments historiques avant l'heure, il est botaniste à ses heures de loisirs et il est aussi philosophe dans l'âme. En fait, c'est ce qu'on appelle un nabab à l'époque. Le mot nabab vient du hindi nawab, qui était surtout réservé aux émissaires du vice-roi anglais qui se rendaient dans les colonies, et en particulier aux Indes. Après, le mot s'est étendu à ces personnages assez fantasques, assez excentriques,
qui avaient passé leur vie et qui avaient fait carrière dans les colonies et qui rentraient ensuite en Angleterre, qui n'étaient pas du tout appréciés par l'aristocratie et la bourgeoisie de l'époque, parce qu'ils menaient un peu l'entre-soi. Ils vivaient entre eux dans des grands domaines. Ils voyaient surtout des personnes des colonies qu'ils avaient connues là-bas. Et ils avaient aussi amassé des fortunes, très souvent. Donc on peut dire que c'était des expats intelitteram. Et donc notre colonel fait partie de cette catégorie de personnes. Mais revenons à l'histoire du colonel en Inde. Alors excusez-moi, je dois passer les... Voilà, je vous montre d'abord un portrait du colonel. Le voilà dans son fier uniforme. C'est un portrait qui a été réalisé par un peintre indien et qui se trouve à la India Office Library. Je vous prie de m'excuser, je dois passer les photos rapidement parce que je suis sur Macintosh et il y a eu un petit problème de connexion, mais rien de grave. Alors, voyons la carte, ça c'est la carte de l'Empire indien. Vous voyez, c'est une vaste étendue, en fait c'est un sous-continent, ce n'est pas un continent. Et le colonel, mais il n'est pas encore colonel, donc Robert Smith arrive en 1805, il arrive à Calcutta comme jeune cadette. Pardon? Que se passe-t-il? C'est pas grave, ça va mettre un peu d'ambiance. Thank you very much. You want me to speak in English, sir? A little. We don't have interpreters, sorry. Sorry. Donc, il arrive à Calcutta. Il a déjà démontré un certain talent pour le dessin, pour la peinture. Donc, il va mener en parallèle ces deux carrières, disons, de militaire au service de la compagnie et d'artiste peintre. Donc, à Calcutta, il fréquente des ateliers d'artistes et il commence également à travailler pour la compagnie. Très vite, on se rend compte qu'il est doué aussi comme ingénieur et comme architecte, et il fera donc partie du génie de la compagnie. Construction de ponts, construction de routes, fortification. Et très vite, il va aussi être engagé dans les missions aux frontières. Donc les frontières de l'Inde, vous voyez, des Indes avec le Tibet et différents États, différentes principautés. Donc les points que vous voyez en rouge, les petites bombes en rouge, en fait ce sont toutes les batailles, tous les conflits auxquels Robert Smith comme militaire a participé. Il y a eu la guerre du Népal en 1815-1816, suite à quoi il a été blessé pendant la guerre du Népal, suite à quoi il a été envoyé à Penang. Penang qui est en fait l'ancienne île du prince de Galles, qui était déjà un point fort des Anglais en Asie, et en raison de son climat, ils en avaient fait un lieu de convalescence. Donc Robert Smith va passer 2 ans sur cette île où il va également réaliser de très belles huiles, de très belles peintures quand il est là. 2 ans plus tard, il revient. Il participe encore à d'autres conflits comme, je vous les passe, la guerre anglo-marath de Bharatpur, des missions à la Grande Frontière, et il sera ensuite affecté à Delhi. Il deviendra ingénieur en chef, directeur exécutif de tout ce que fait la Compagnie des Indes à Delhi. Alors Delhi, ce n'est pas la capitale des Anglais à ce moment-là, c'était Calcutta la capitale. Il faut imaginer Delhi, pour ceux qui connaissent l'Inde maintenant, il faut imaginer Delhi comme un lieu dangereux pour les Anglais. Il n'y a presque pas d'Occidentaux qui y résident. C'est encore le siège de l'Empire moghol, empire qui est en pleine décadence, avec son empereur Bahadur Shah qui ne sort pas de son palais. Et les Anglais s'aventurent donc dans ces lieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont comme dessein, bien entendu, de dominer toutes ces régions. Alors, le colonel Smith sera responsable de la fortification du Fort Rouge. Je vais essayer de... Voilà.
Il va être responsable de la fortification de certaines parties de ce fort rouge parce que les Anglais avaient établi leur garnison dans ce fort. Et il va également s'intéresser énormément à l'architecture moghole qui présente énormément de dégradation. Les monuments ne sont pas en bon état. Et donc, il va présenter des plans pour leur restauration, que ce soit pour le Fort Rouge, que ce soit pour la Grande Mosquée, que vous voyez là, ou également son chef-d'œuvre de restauration, le Qutb Minar, qui est une ancienne tour du XIIe siècle qui avait été ébranlée par un tremblement de terre et pour laquelle il avait donc établi des plans de restauration avec même une coupole au sommet. Mais il était souvent critiqué parce que ses plans et ses projets étaient très onéreux. Il était un peu à l'avance sur son temps. Il avait par exemple pour cette tour aménagé tout un parc d'agréments avec les places également pour les fiacres. Il avait prévu des entrées séparées pour que les personnes n'arrivent pas toutes en même temps dans la tour pour la conserver. Et donc il continue à faire ce genre de travail. Et en même temps, il reproduit tous ces monuments en tableau. Il esquisse les croquis et par la suite, il en réalisera des huiles également. Donc nous arrivons à une période 1822-1832. Il restera à Delhi pendant une dizaine d'années. À ce moment-là, il connaîtra une certaine notoriété parce qu'il aura également restauré une villa qui appartenait au gouverneur général et qu'il avait quittée et que lui-même avait ensuite occupé. Voilà, ça c'est la vue actuelle de ce bâtiment qui existe toujours à la Nouvelle-Delhi. Et on peut déjà voir sur cette diapositive le style qui va être celui de Smith aussi. Toujours un bâtiment central, un corps de logis central, souvent avec des coupoles et des dômes et des tours latérales. Donc c'était sa première réalisation architecturale. Il va quitter l'Inde prématurément à l'âge de 43 ans pour raison de santé. Donc il avait déjà eu des problèmes de santé qu'il avait obligé à rentrer à Londres pendant 2 ans, à suivre une convalescence à Penang, donc l'île du Prince de Galles. Et il a 43 ans, il est aisé, il est talentueux, il est célibataire. Alors, on sait très peu de sa vie privée en Inde, c'est normal. Tout ce qu'on sait vient en fait des registres de l'armée de la Compagnie des Indes. Tout ce que l'on sait quand même, c'est que les officiers anglais avaient pour coutume d'avoir une bibi aux Indes. C'est-à-dire qu'à l'époque, les épouses anglaises ne se rendaient pas aux Indes. Le voyage en bateau, c'était encore tout le contournement de la pointe de l'Afrique. Bien entendu, le canal de Suez n'existait pas encore. Les voyages étaient très longs. Les officiers rentraient régulièrement en Angleterre. Et certainement à Delhi, il y avait très peu d'épouses anglaises. Elles étaient plutôt à Calcutta où la vie était beaucoup plus puritaine. On se rapprochait un peu de l'époque victorienne, de l'époque du Raj. Alors à Delhi, les Anglais qui vivaient là adoptaient les coutumes hindoues. Ils aimaient la musique, ils apprenaient le ourdou, ils apprenaient même le sanskrit. Et très souvent, ils vivaient avec une compagne indienne qui avait pour surnom Bibi. Et donc, de ce que l'on sait du colonel, c'est qu'il vivait avec sa Bibi sur les remparts du Red Fort, du Fort Rouge, où se trouvait cette garnison anglaise. Donc, en 1831, il est promu lieutenant-colonel, et c'est à ce grade-là qu'il rentre donc en Angleterre. Avant de rentrer en Angleterre, il va encore faire une descente du Gange, et on a retrouvé donc à Londres, à la India Office Library, toute une série de croquis et d'aquarelles du colonel Smith qui présente ses vues du Gange. Il va aussi se payer un voyage en Afrique avant de rentrer à Londres. À Londres, où il ne va pas rester très longtemps. Il est originaire du Devonshire, qui est une région au sud de l'Angleterre, qui est connue pour son climat
très doux. Donc là, il y avait beaucoup d'expatriés anglais qui résidaient là-bas. Et il va surtout choisir l'Italie. Enfin, quand je dis l'Italie, ce n'est pas l'Italie, bien entendu, parce que l'Italie, elle non plus, n'existait pas encore à cette époque. Donc il va se rendre souvent à Florence, à Venise et à Rome, parce qu'il a vraiment cette passion des arts, la passion de la peinture. Et donc à Rome, il va s'installer, et c'est là qu'il va se marier avec une aristocrate française qui s'appelle Julie Adélaïde de Vuitton de Claude, et il vivra quelques années seulement avec elle, parce que de rudes épreuves vont l'accabler. Il va perdre, et d'elle il a 2 enfants, un garçon et une fille. Il va perdre d'abord sa fille en bas âge, en 1940. Elle va décéder, 1840, merci. 1840, elle va décéder à Venise, et après ce sera son épouse qui va décéder en 1850. Donc avant cela, à Rome, il a acheté cet édifice qui s'appelle la Villa Mills, qui n'était pas dans cet état-là quand il l'a acheté, mais qu'il l'a complètement modifié. Et là, encore une fois, pour ceux qui connaissent le château de l'Anglais ou qui ont vu des photos de son château dans le Devonshire, on reconnaît très bien le style du colonel Smith. Donc, il achète cette villa où il va, là aussi, résider peu de temps, parce qu'à la mort de son épouse en 1850, il va la vendre, il la vend aux Sœurs de la Visitation. Et ce qui est intéressant, c'est que cette villa se trouve sur la colline du Palatin, et les fouilles du début du XXe siècle ont révélé qu'il y avait là la villa d'Auguste et la villa d'Adrien. Et maintenant, une partie de cette villa est un musée. Donc, il vend la Villa Mills et il rentre en Angleterre. Il s'installe dans le Devon, et c'est là qu'il se consacre à son 2e projet immobilier. Il a 63 ans, il est veuf, et il a un fils en bas âge, un fils qui n'a que 7 ans et qu'il va confier à un tuteur. Donc notre colonel va se retrouver seul. Et seul, à cet âge, n'oublions pas que la moyenne d'âge à l'époque était 55 ans, donc il en a déjà 63, il construit ce que l'on connaît comme Redcliffe Towers. Donc c'est cet ensemble néo-moghol, ce château avec ses dépendances, également sur un promontoire, dans une petite ville encore assez calme et paisible qui s'appelle Paignton, parce que là, le chemin de fer n'était pas arrivé non plus, et qui jouit d'un climat très, très doux toute l'année. Ce château est devenu un hôtel, parce que je vous le dis déjà, j'anticipe, à la fin de sa vie, son fils, avec qui il avait eu très peu de rapports, revient des Indes, parce que lui aussi il avait fait carrière militaire en Inde, revient des Indes et vend les 2 châteaux. Donc ce château-là a été vendu d'abord à la famille Pendergrast et ensuite à la famille Singer, les fameuses machines à coudre, qui l'a ensuite revendu à un propriétaire qui en a fait un hôtel. Donc voilà quel est l'aspect du Redcliffe Towers aujourd'hui. C'est un hôtel en bord de mer dans le Devonshire. Non content d'avoir réalisé ce projet immobilier, qui a pris 10 ans, le projet n'est pas encore tout à fait conclu. Il va se rendre à Nice vers 1955, 54-55. Ah, excusez-moi, là, on est au 21e siècle, et pour moi, le siècle passé, c'est 1900, et il faut que je m'habitue. Excusez-moi. Merci de me reprendre. Mais sur la vidéo, j'ai commis la même erreur à la télévision. Désolée. Bon, mais c'est passé inaperçu à la télévision. Ici, je vois que vous êtes très attentifs. Ça me fait très plaisir. Merci. Donc,
il n'attend pas la fin de ce projet pour commencer, c'est ce qui nous intéresse maintenant, un troisième projet, le château de l'Anglais. Alors, je rappelle que le château Redcliffe, c'est sur un terrain de 2 hectares et le terrain qu'il achète au Montboron est un terrain de 2 hectares et demi. Excusez-moi, il va falloir que je retrouve... Voilà. Donc voilà déjà un aperçu du château de l'Anglais une fois en construction. La construction n'est pas terminée. Donc imaginez ce promontoire qui est absolument vierge de toute végétation, ni gaz, ni électricité, ni route, il n'y a rien. La route de Villefranche n'existe pas encore. Pour y arriver, on y va en barque, simplement, du rivage en venant du port. Donc le colonel s'installe à l'hôtel Royal et c'est de là qu'il va diriger tous les travaux. Alors c'est un pionnier pourquoi? D'abord parce que les Anglais, comme vous le savez certainement, s'étaient réunis dans le quartier de la Croix de Marbre. Ils vivaient en ville, dans le New Borough, mais le colonel, lui, choisit de s'installer seul, en solitaire, sur le Montboron. Un pionnier parce qu'il n'a pas fait appel à un architecte, alors que c'était très en vogue à Nice et dans toute la région d'avoir des architectes de renom. Il sera son propre constructeur, son propre architecte. Et il y a une troisième raison qui m'échappe pour l'instant, mais qui reviendra certainement. Je vous dis entre parenthèses, j'avais préparé un texte très dense, très bien fait. Et hier, en soirée, j'ai eu la mauvaise idée d'appeler une personne qui est un conférencier, qui a été un élu politique, mais pas de la région du Nord, et je lui demande conseil. Et tous les conseils qu'il me donne étaient exactement l'opposé de ce que j'avais fait. Exactement l'opposé. Alors là, j'ai eu une petite crise, j'ai revu mon texte, et alors je vous parle un peu de façon spontanée, de temps en temps, en regardant mes notes. Alors parfois, je dois... Pardon ? Oui, c'est ce qu'il m'a dit, justement. Il m'a donné de très sages conseils, mais j'aurais dû l'appeler la semaine dernière. Oui, je vous en prie. Il est du génie militaire. Absolument, on y vient. Oui, absolument. On y vient, ça c'est tout à fait vrai. Et c'était un brillant ingénieur, architecte du génie mais de la Compagnie des Indes, parce qu'on est avant leur âge, encore avant leur âge. Oui. Bon, alors au Montboron, il achète 2 hectares et demi de terrain. Et là, je dois une fière chandelle à mon mari, qui est ici, qui est italien, parce que j'ai retrouvé les documents donc aux archives. Alors là, je vous montre encore. Ça, c'est une carte du guide Baedeker de 1885, me semble-t-il. Et pour vous montrer que... J'ai dit 1885, oui. Pour vous montrer que la Villa Smith, telle qu'elle s'appelait, avait de l'importance. Sur cette carte des environs de Nice, ce sont les environs de Nice, on voit l'inscription Villa Smith. Donc elle est située exactement là, de l'autre côté du port Olympia. Oui, alors le nom qu'on donnait à ces demeures, c'était des villas. La Villa Smith, la Villa Sézol, d'autres villas. Or, c'était plutôt des châteaux. Et Luc Thévenon, dans son ouvrage Les Folies de Nice, explique très bien ce qu'est une folie. Une folie, c'est un ensemble de bâtiments à structure très élancée, en général sur un promontoire, jouissant d'une vue spectaculaire sur les environs et étant très très original. Donc la folie de Smith est devenue ensuite le château du Montboron pour s'appeler à la fin le château de l'Anglais, et dans le langage populaire le château du Fada. Le château du Fada. Donc vous voyez que de folie à Fada, il n'y a qu'un pas. Bon. Mais on comprend maintenant que ce n'était pas un Fada du tout. Ce n'était pas un Fada du tout. Donc, je dois une fière chandelle à mon mari, parce que les documents, une partie des documents
Je dois aller aux annexes, là, excusez-moi, mais je ne peux pas retourner à l'énumération de mes photos, et donc je dois toutes les passer et retourner en arrière. Hein, excusez-moi. Mais vous verrez tout, hein, vous n'en faites pas. On revient. Voilà. Alors, une partie des documents, on est encore à l'époque de la Savoie. Donc, Nice, l'Italie n'existe pas encore, c'est 1861. Nice n'est pas encore rattachée à la France, nous sommes en 1856 quand il achète le terrain, et donc une partie des documents est rédigée en italien. Et mon mari s'est amusé à lire le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal qui approuve l'achat du terrain par le colonel Smith. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que, alors voilà, là on a déjà l'offre d'achat du colonel. Vous voyez avec sa signature aussi, Robert Smith, donc c'est un authentique. Hein. Il offre 10 000 livres de l'époque pour l'achat du terrain. La ville de Nice en voulait 2116, parce que c'est un terrain inculte, ce n'est même pas une terre agricole, on ne peut rien en faire, ce sont des rochers qui descendent vers la mer. Donc, au conseil municipal, ils se réjouissent de cette initiative. Ils acceptent tout de suite l'offre du colonel Smith en disant que grâce à lui, on va pouvoir coloniser aussi le mont Boron. Et après évaluation de l'arpenteur royal, ce document est envoyé à Turin, en italien. Il est examiné et contresigné par le ministre de l'Intérieur, qui à l'époque s'appelait Ratazzi, et qui l'apporte au roi Victor Emmanuel II pour établir le décret. Voilà le décret du roi Victor Emmanuel II en italien. Et tout cela revient à Nice. Et même pas 5 semaines se sont passées. Donc en moins de 5 semaines, tout cela a été fait. Avec les moyens de communication de l'époque. On allait en diligence. Non, pas en 1940. Coquin. Et donc tout cela a pris moins d'un mois. Et les travaux ont commencé au mois de juin. Voilà. Il n'y avait ni téléphone, il n'y avait pas de téléx. Enfin, vous le savez, il y avait que les moyens. Alors on se demande pourquoi. Smith arrive à Nice, il n'est pas vraiment connu. Il a certainement quelques amis ici. Il est en terre amie, ça c'est évident, parce que la Savoie est alliée de l'Angleterre. Il y a eu alors un petit excursus d'histoire. Il y a eu la guerre de Crimée, hein, déjà la Crimée, guerre de Crimée où l'Italie et l'Angleterre et la France étaient alliés contre la Russie. Ces alliés gagnent cette guerre. Et c'est là que, à la conférence, Cavour va également, pour la première fois, profiter de l'occasion pour faire allusion à une possibilité d'unification de l'Italie. Donc, il va demander l'aide de Napoléon III, qui régnait largement, contre les Autrichiens. L'Italie a eu 2 guerres d'indépendance vis-à-vis de l'Autriche, de l'Empire autrichien, pour le Piémont, pour la Lombardie. Napoléon III donne son aide aux États de Savoie et en contrepartie, Cavour lui promet la Savoie et selon certains historiens, le comté de Nice. Selon d'autres historiens, il ne l'aurait pas dit. Mais enfin, c'est là la situation. Donc, Smith se trouve très bien à Nice, parce qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, en terre amie, et il ne se rend pas compte de ce qui va se passer. En 1860, référendum, dit-on, et Nice est rattachée à la France. 1861, l'Italie devient un État, et donc tout le monde qu'a connu Smith bascule d'un coup. Et il a construit son château de 1856 à 1858. Et il ne va pas en profiter longtemps. Il va rester quelques années. On retrouve au registre des étrangers de Nice une mention de son nom jusque vers 1865, 1866, et ensuite il disparaît.
Il rentre en Angleterre, sans doute pour des raisons de santé, peut-être pour des raisons politiques, parce que d'après une certaine légende, il aurait pu être peut-être espion pour l'Angleterre, allié des États de Savoie. D'après certains articles dans les journaux, on disait que les voisins lui cherchaient misère. Enfin, on ne sait pas. Il quitte définitivement Nice pour se retirer en Angleterre, où il va vivre dans son autre château, le Redcliffe Towers, encore quelques années. Et à la fin de sa vie, en 1872, une année avant la fin de sa vie, il sera souffrant, il sera solitaire et infirme, et il vivra dans la maison de sa sœur qui était décédée 2 ans plus tôt. Donc voilà comment arrive à sa destination ultime également la vie du colonel Smith. Alors venons-en maintenant à ce qui nous intéresse, c'est le château de l'Anglais. Parce que je vous présente un livre aussi, c'est le château de l'Anglais, Histoire, légende et mystère. Légende au pluriel. Alors ce que m'avait recommandé aussi cet ami conférencier, c'était un peu d'humour, il faut les faire rire. Je dis avec un sujet comme le château de l'Anglais, si je leur dis que tout ce qu'ils ont entendu est faux, que le canon à midi, ce n'est pas le colonel Smith qui rappelle sa femme à la maison, puisqu'il était veuf et qu'il était seul. Si je vous dis qu'on n'a pas tourné La Belle et la Bête au château de l'Anglais, le film de Cocteau, pas du tout, alors que tous les jours on entend passer la navette touristique en mer qui dit « Et voilà le château où a été tourné le film de La Belle et la Bête », ce n'est pas vrai non plus. Donc voilà, ça vous fait sourire un peu, rire un peu. Si je rappelle aussi l'histoire sordide selon laquelle il aurait emmuré son épouse au château de l'Anglais, et ça je l'entends encore aujourd'hui, je l'entends encore dans le château. C'est pas vrai non plus puisqu'il était veuf. Donc toutes ces légendes, quand je les ai entendues, tous ces lieux communs, quand je les ai entendus au début, quand on était arrivé à Nice, j'ai voulu les déconstruire. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette recherche sur le colonel. Une autre raison, c'est que mon mari et moi-même, nous avons vécu en Inde, pas aux Indes. Là, on est en 1900 maintenant. 1970, on peut dire l'Inde et 1900. Et nous avons vécu en Inde pendant 5 ans et demi. Et donc c'est un pays auquel nous sommes fort attachés et nous connaissons assez bien aussi l'histoire de l'Inde et des Indes passées. Donc voilà le contexte culturel et historique dans lequel se trouve Smith quand il est à Nice. Et à des milliers de kilomètres de là, aux Indes, il y a une bascule aussi. Il y a l'insurrection des Sepoys in English, des Sepoys, qui se révoltent contre les officiers de la Compagnie des Indes orientales. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Compagnie des Indes avait une armée qui était aussi importante que les armées des pays européens, même voire plus importante. Mais dans cette armée, il y avait une majorité de soldats indiens, en majorité hindous d'ailleurs, plus que musulmans, et quelques officiers. Les officiers étaient en minorité. Donc, quand cette révolte a eu lieu, cela a provoqué une très grande crise parmi les officiers de la Compagnie des Indes orientales et il y a eu une répression féroce. Tellement féroce que le gouvernement anglais a pratiquement dissous la Compagnie des Indes orientales. Elle était déjà en déficit, commercialement ça n'allait plus très bien, mais militairement elle était encore assez forte, mais avec cette révolte, c'est le gouvernement anglais qui a repris la main aux Indes et ça a été le début du Raj, donc du dominion anglais aux Indes. Donc l'empereur, alors ça a été fait dans une férocité incroyable, l'empereur Bahadur Shah a été exilé en Birmanie et il a été remplacé par une dame qui venait d'ailleurs assez souvent à Nice, n'est-ce pas? Victoria. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'époque charnière dans laquelle vit ce nabab européen qu'est le colonel. Donc vous pensez que quand on entend dire qu'il est fada, c'est un peu exagéré. Alors, venons-en maintenant. Voilà, le château de l'Anglais.
J'essaie de retrouver les... Je vous prie d'avoir un peu de patience. Comme ça, je reprends mon souffle aussi. J'essaie de voir les anciennes. C'est toujours comme ça quand il y a des conférences. Il y a toujours un petit problème technique. Moi, de profession, j'étais interprète simultané. Alors, quand tout allait bien, on ne nous voyait pas. Quand il y avait un conflit ou un différend entre délégués, c'était toujours la faute des interprètes. Et puis, pour nous, les interprètes, c'était la faute des techniciens. C'était comme ça. Bon. Voilà, on le voit là un peu de plus près. Alors, le style du château de Langley est un style que l'on qualifie de néo-moghol. Néo-moghol. En Europe, au XIXe siècle, c'était surtout le style néo... Le mot m'échappe. Non, c'était l'architecture orientaliste, mais il y avait un autre nom. Le néo-mauresque, merci. Le style néo-mauresque qui était connu en France. Et en Angleterre, il y a quelques exemples de style néo-moghol. C'était d'abord la très grande villa de Sézincote, très belle, et puis toute la ville de Brighton, avec les bains royaux et les écuries royales. Ce style néo-moghol avait été inspiré aussi par les grandes expositions universelles, où ces pavillons avaient été aménagés. Et donc, Smith s'inspire non seulement de ses travaux de génie militaire, comme l'a dit exactement monsieur, mais également de la restauration des monuments moghols qu'il a connus aux Indes. Et il fait une fusion, parce que ce n'est pas vraiment un style orientaliste. Il y met un peu de génie militaire, on le voit dans l'aménagement du parc, avec les murailles qui descendent jusqu'à la mer, et il a toujours une conception classique du bâtiment. Et il y donne une touche néo-moghole. Or, cette touche, elle a également un rôle pragmatique, c'est-à-dire qu'il a créé un style qui s'appelle un style anglo-indien, parce que dans les colonies, il devait s'adapter au climat, qui était très souvent très dur. Il faisait très chaud l'été, assez froid l'hiver. Et donc, ils avaient conçu des résidences avec des terrasses promenoirs qui les protégeaient l'été et leur donnaient suffisamment de ventilation. C'était des résidences avec de nombreuses ouvertures, comme on le voit ici aussi. Et il avait aménagé un étage en sous-sol qui s'appelait Taikanna. Il avait été d'ailleurs assez reconnu pour cela, où les personnes se retiraient l'été et vivaient en sous-sol, donc à l'abri de la chaleur. Et donc ce style anglo-indien, il l'a adopté aussi pour le château de Langley. Voilà, ici voilà, encore une vue du château en construction. Alors, c'est une structure assez symétrique avec une tour centrale exaucée de 2 étages, 2 ailes latérales qui aboutissent à 2 tours latérales. Vous voyez les terrasses promenoirs au premier étage. C'était un bâtiment de 2 étages seulement. Le 3e étage a été ajouté à la fin du XIXe siècle, vers 1875. Et il avait conçu tout l'ensemble selon un axe idéal allant d'est en ouest. Donc vous voyez la bâtisse principale et cette fameuse rotonde qui se trouve dans l'axe du centre de la tour centrale, qui repose elle-même sur un bastion circulaire et qui est entourée de murailles qui vont des tours latérales jusqu'au bord de mer, où il y a également un petit port de pêche et un bain qu'il avait fait construire avec un petit dôme, dont il reste encore quelques vestiges, me semble-t-il, dans une des villas de l'avenue Jean Lorrain. Donc il occupait tout ce promontoire. La propriété allait jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Roc Fleuri. Donc les 2 villas du Roc Fleuri faisaient partie de la propriété du château de Langley, de même que la villa de Sean Connery, de l'agent 007, qui pendant quelques années avait cette résidence
qui est voisine du château de Langlais. Donc, dans cet ensemble, il y avait aussi les serres, il y avait les bâtiments communs, il y avait les arcades pour les fiacres. Il avait très bien conçu aussi tout le terrain, c'est-à-dire qu'on voit une végétation beaucoup plus sauvage du côté mer et un jardin plus intimiste du côté colline. Du côté colline, il y avait un porche central qui allait vers un escalier monumental qui descendait à la rotonde. Donc on pouvait atteindre la rotonde de l'intérieur et également de l'extérieur. Cette rotonde, elle est surmontée d'un dôme qui est percé de 8 oculi et à l'intérieur, il y a un sol central et il y a des renfoncements tout le long de la façade de cette rotonde. Donc cette rotonde a été considérée comme salon de musique. Selon certains experts, ce n'était pas un salon de musique au départ, à l'époque du colonel Smith. D'abord parce qu'il n'était pas mélomane, ensuite parce qu'il n'était pas du tout un être social. Il ne partageait pas la vie des Niçois ni même des expatriés. Et cela a été un salon de musique par la suite, quand le comte Gurowski a racheté le château de Langlais à son fils. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le château de Langlais. Le voilà maintenant dans son état actuel. Vous voyez comme il s'est alourdi. Il y a eu des extensions au début du XXe siècle. La rotonde, là, on la voit mal parce qu'il y a une villa qui a été construite. C'est une autre propriété, ce n'est pas la copropriété du château de Langlais. On voit encore très bien le bastion sur lequel repose cette rotonde et tous les murs de soutènement, les promenades qui descendaient jusqu'à la mer ont bien entendu disparu. Parce que le terrain a été morcelé au début du XXe siècle, et le château de Langlais a été divisé en copropriété en 1949. À l'époque du colonel Smith, il avait même eu un prix, on lui faisait un prix intéressant, mais lui, il a quand même payé ses 10 000 livres, parce qu'on réservait une partie du terrain pour creuser la route de Villefranche, qui est devenue après le boulevard Carnot. Donc sa propriété était divisée, on avait l'intention de la diviser pour créer ce boulevard Carnot, le boulevard de l'Impératrice. Voilà, je vous montre encore quelques vues du château actuellement, du château à l'époque. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas. Je passe avant que l'on parle de Smith comme peintre. Vous voyez, alors à l'époque, il n'y avait qu'une route en terre battue. L'entrée était au niveau de la réserve et il y avait 3 résidences. Il y avait ce qui actuellement est le petit séminaire et ensuite la villa du docteur Lefebvre qui était devenu le tribunal administratif, qui ne l'est plus maintenant. Et ce docteur Lefebvre était un médecin belge qui avait inventé la thalassothérapie ante litteram, c'est-à-dire qu'il avait placé une cabine en métal sur un des rochers et il enfermait ses patients pendant 24 heures, 48 heures pour qu'ils profitent des embruns. Et c'était sa façon de soigner. On trouve d'ailleurs des cartes postales anciennes où l'on peut voir cette cabine en métal. Pouvez-vous parler plus fort ? D'après ce que l'on sait, on sait très peu de la vie privée du colonel une fois qu'il a quitté les Indes. Mais d'après ce que l'on sait, il était veuf. S'il vivait seul, ça on ne sait pas, mais il était veuf. Donc, d'état civil, il était veuf. Il recevait très peu. Il avait quelques amis du temps des Indes, qui avaient aussi acheté des propriétés ici, à Nice, ou qui venaient d'Angleterre, et ils se réunissaient avec ces personnes-là. Mais là, je vais y venir en parlant du dessin du colonel Smith. Le dessin œilien.
On va d'abord parler des dessins INS. Donc voilà, là ce sont des vues. Voilà le château tel qu'il est aujourd'hui. Il a besoin d'un bon coup de propre. Hein. Alors, est-ce que ça vous intéresse aussi d'entendre ce qui s'est passé au château après la mort du colonel? Parce que, disons, dans... Oui, pardon. Oui, monsieur. Du terrain, Giorgio? À peu près, Giorgio? Combien? 3500 mètres carrés. 3500 mètres carrés. Mhm. Oui. Non, pas du tout, pas du tout. Non, non. La couleur était en fait le rouge pompéen, comme on retrouve au port de Nice, place Garibaldi. Et là, alors je vais vous dire, là pour l'instant, on a un projet de ravalement et on est en train de discuter justement de la couleur des pigments. Et ça devrait être cette couleur-là. Il y a eu un ravalement, il y a, je pense, 40-45 ans. La qualité, peut-être que les personnes qui vivent dans le quartier le savent, et la qualité de la peinture n'était peut-être pas ce qu'elle devait être, et il a déteint. Il a déteint. Le pauvre château, il a déteint. Donc, alors, oui. Oui, c'est une copropriété. C'est une copropriété. Alors, le livre que j'ai écrit, qui a pour sous-titre « Histoire, légende au pluriel et mystère », traite de l'époque du colonel Smith et du château de l'Anglais de son vivant. Je parle très peu de ce qui s'est passé après, parce que ce qui m'intéressait surtout, c'était le personnage et également, à partir du château de l'Anglais, brosser une fresque de ce qu'était Nice à l'époque savoyarde et de ce qu'était l'Inde quand c'était encore la Compagnie des Indes orientales. Mais je vous dis brièvement, donc le fils revient. Il vivait en Inde, il était militaire en Inde, il avait épousé une Irlandaise qui s'appelait Caroline. Il revient donc en Angleterre, il vend d'abord le château Redcliffe et ensuite il vient à Nice et vend le château de l'Anglais. En 1875, 77 l'un, 79 l'autre. Et il le vend au comte Gurowski de Vézelay. Le comte Gurowski était consul d'Autriche-Hongrie à Nice. Et c'est lui qui a été le mondain. Donc il a agrandi le château, il a construit un étage supplémentaire, il l'a agrémenté aussi de statues, d'objets de décoration luxueux. Et c'est lui qui invitait, disons, le gratin niçois de l'époque. Donc c'est pour ça qu'on associe souvent la rotonde au salon de musique et à une vie mondaine du colonel. Or, le colonel était plutôt, comme je l'ai dit, philosophe dans l'âme, solitaire, botaniste et peintre. Après le comte Gurowski, son fils à son tour vend le château à un particulier qui va en faire un hôtel. Mais qui va faire faillite, cet hôtel. Et ensuite, ça va être transformé en copropriété en 1949. Et c'est toujours une copropriété aujourd'hui qui est composée de 14 appartements et 2 villas. Parce que comme il restait des fondations, des tours du château de l'Anglais, on a pu profiter donc de ce sol pour pouvoir ériger des villas dans le château de l'Anglais. Voilà, le château conserve encore des fresques de l'époque, les parquets de l'époque, les cheminées. Et en 2000, on a demandé l'inscription aux monuments historiques. Pas le classement, mais l'inscription à l'inventaire. Ce qui a été accordé. Et comme il est vraiment en état un peu décati, ce vieux château, les copropriétaires ont voté son ravalement. Voilà. Et donc le ravalement a déjà commencé, va prendre un certain temps, parce que la géographie du château est assez complexe, comme vous pouvez vous en douter. Il n'y a pas de façade rectiligne, ce sont des tours, des tourelles, différents étages. Et donc voilà pour le château de l'Anglais. Donc vous voyez comment à partir d'une copropriété banale, finalement, on peut arriver à retrouver l'origine du lieu où on réside,
c'est un respect vis-à-vis du lieu, c'est un respect vis-à-vis de son passé. Et c'est venu à point nommé puisque Nice a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO cette année. Et c'est arrivé tout à fait par hasard. Quoique, quand on traite de l'Inde, il n'y a jamais de hasard. Il y a toujours des synchronicités, rarement des hasards. Voilà. Alors, si je ne vous ennuie pas trop, on peut parler un peu de Smith comme peintre, si vous le voulez. Oui ? Je ne sais même pas quelle heure il est. Ah, il est déjà 4 heures. Oui, oui. Alors, ce n'est pas le colonel Smith, c'est un autre Anglais, militaire aussi de son état, je ne sais pas s'il était capitaine ou colonel, et qui vivait aussi du côté du Mont Boron, et qui était énervé parce que les Niçois n'étaient jamais à l'heure, et que leurs horloges n'étaient pas à l'heure dans la ville. Et il entendait sonner différentes horloges, midi, à différents moments. Et c'est lui qui a institué cette pratique du canon, d'après ce qu'on m'a raconté. Je ne suis ni niçoise ni historienne, disons. Mais mes talents de recherche ont porté sur le château de l'Anglais, à cette époque-là. Mais c'est ce qu'on m'a expliqué. Ah, voilà, je vous montre encore les photos du château tel qu'il est aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Oui, c'est une couleur qui a viré. La couleur originelle était un rouge pompéen. D'ailleurs, si vous voyez, regardez, là, vous voyez que la tour centrale, elle est beige. Donc là, la couleur, ou bien on ne l'a même pas passée, je ne sais pas, vous y étiez à l'époque, mes amis y étaient à l'époque, ou bien elle a complètement déteint la tour centrale, parce qu'elle est beige, elle n'est même pas rose. Elle n'est même pas rose. Oui, oui. Oh, le rose n'est pas si vif que ça. Et non, il n'est pas si vif que ça. Regardez, vous voyez, il y a des traces, on voit d'ailleurs, ce n'est même pas très, très égal. Oui, je vais y venir dans le contexte, si on me permet. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà une vue aérienne du château. Vous voyez, là, on le voit bien. Donc, la bâtisse principale, les villas. On voit une ancienne tour et une villa qui a été construite autour de la tour. Vous ne voyez pas mon doigt, moi je montre sur l'écran. Vous voyez, là, de ce côté-là, à droite, là une autre villa. Et là, on voit bien la rotonde, qui a vraiment gardé son aspect primitif, la rotonde. Mais elle a été flanquée d'une villa, qui est une autre propriété. Alors voilà, là ce sont des cartes postales qui vous montrent des vues de l'intérieur du château, de l'intérieur de la propriété. Des vues de l'intérieur du château, on n'en a pas retrouvé, il y en a peut-être une seule de l'époque de Gurowski. Mais écrire un livre, c'est apporter une pierre à l'édifice. Moi, c'est une petite pierre que j'apporte à l'édifice. Je me permets cette image de la pierre à l'édifice. On peut continuer les recherches. C'est ça qui me passionne dans l'écriture et dans la lecture, c'est que chacun peut apporter une pierre à l'édifice. Voilà encore une vue d'une des tours, une autre tour. Là, ce sont des cartes postales, cartes récentes. Moi, j'ai fait la collection de cartes postales aussi quand je suis arrivée à Nice, aux courses Aléa et au marché de brocante de Villefranche. Alors, si ces vues vous intéressent, il y a un très beau livre aussi de Didier Guéraud, qui a fait beaucoup de recherches sur toutes les demeures de la Côte d'Azur. Et donc, il a écrit un livre, Demeures de la Côte d'Azur, où on retrouve des vues du château de l'Anglais, et un autre livre qui a été publié aussi par les éditions... non, pas les éditions Giletta, par l'Académie Nissarde, avec de très très belles vues. Voilà, nous en venons maintenant à Robert Smith, l'artiste. Alors là, ce sont des dessins, on ne voit rien, c'est pas grave.
Donc, on peut aussi déceler 3 étapes principales dans l'œuvre picturale de Smith. C'était un très bon dessinateur, c'est pour ça qu'il était recruté dans les missions aux frontières, parce que l'école, la compagnie des Indes orientales avait besoin de topographes dessinateurs qui pouvaient relever les points stratégiques, les cols, les lieux qui étaient importants pour les batailles futures. Donc il croquait sur le motif et ensuite, quand il rentrait en Angleterre, il peignait soit des aquarelles, soit des huiles. Ces huiles étaient très souvent reprises aussi par des artistes connus pour en faire des gravures qui servaient d'illustration dans les livres d'art sur les Indes. Donc ça, ce sont des exemples de ces aquarelles de la première étape. Donc quand il était à Calcutta, quand il allait en mission le long de la frontière, avant qu'il ne soit résident à Penang. Penang en Malaisie, hein. C'est l'ancienne île du prince de Galles. Donc à Penang, son style a déjà évolué. Il peint des huiles de plus grand format. Il adopte un peu le style de la veduta italienne et il y met toujours des notes autobiographiques. Vous voyez les personnages là, on voit souvent un militaire en uniforme. Ou bien il peint aussi les demeures des riches planteurs d'épices qui lui font des commandes. Non seulement pour ses tableaux, mais également pour les plans de leur demeure. Parce que comme il est architecte, ingénieur et également dessinateur, artiste peintre, il a dû se faire aussi une petite fortune. Hein. Il n'a pas construit ces 2 châteaux à partir de rien. Il a parti, alors là, en une parenthèse, pendant l'époque de la Compagnie des Indes orientales, les officiers participaient au butin. Donc plus la guerre était importante, plus le conflit était important, plus leur butin augmentait. Ensuite, ils arpentaient aussi pour les Maharajas, parce qu'il faut imaginer le sous-continent indien comme un ensemble de principautés, hein, les Rajas, de petits empires, les Maharajas, et aussi les sultanats, les nababs et les sultans. Donc eux aussi voulaient avoir des frontières plus ou moins à leur gré, et ils faisaient appel à la Compagnie des Indes pour changer et modifier un peu les frontières. Et en échange, ils recevaient des diamants, des pierres précieuses. Enfin, ils étaient payés, disons, en espèces. Pardon ? Oui, ils étaient en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà, en espèces. Et ensuite, il y a eu aussi le décès de son épouse, qui, pense-t-on, était fortunée. D'où les 2 châteaux, hein, Redcliffe au Devon et le château de l'Anglais à Nice. Petit excursus, excusez-moi. Donc voilà, donc ce style-là, c'est plutôt du style de veduta italienne. Et il a des couleurs assez lumineuses par rapport aux peintres de son époque, parce qu'il faisait partie de ce groupe de peintres qui étaient des peintres amateurs. Ce n'était pas un peintre professionnel, qu'on nommait les peintres de la compagnie. C'était les peintres qui accompagnaient les armées à cette époque. Et ils avaient aussi reçu l'enseignement des enlumineurs qui vivaient aux Indes. Donc des couleurs beaucoup plus chatoyantes, des couleurs plus lumineuses que ce qui se faisait à l'époque en Angleterre. Donc ça, ce sont des vues toujours de Penang. Et alors ça, c'est la vue du bungalow de convalescents. Donc parce que je vous ai dit, les Anglais envoyaient leurs militaires en convalescence sur l'île de Penang, pour le climat, pour le repos, pour le calme. Et donc il a peint ce bungalow des convalescents. Et là, en contrebas, on voit certainement le personnage qui doit être certainement notre colonel Robert Smith. Il peignait aussi les batailles, pas pendant la bataille, hein, après. Donc ça, c'est la fameuse bataille de Bharatpur, qui a été une des batailles les plus féroces pour la Compagnie des Indes contre le Maharaja de Bharatpur. Le Bharatpur se trouve au Rajasthan. Et ils ont mis 2 ans pour capturer cette forteresse.
Et là, il a peint cette vue très, très détaillée d'une procession entrant dans la forteresse de Bharatpur après la conquête, après la victoire. Je ne sais pas si on voit bien les détails, mais on voit des scènes pittoresques. Il y a le vendeur de thé, il y a des Indiens qui sont dans leurs costumes pittoresques, les cavaliers et les Anglais qui marchent vers l'entrée du fort. Une autre vue encore, très très minutieuse. Il a la minutie de l'enlumineur aussi dans ces tableaux. Et ça, ce sont deux reproductions de tableaux, je n'ai que les photos en noir et blanc, de son époque à Delhi. Parce que, disons, quand il était en mission, il était plutôt peintre topographe. À Delhi, on peut dire qu'il était peintre archéologue. Parce que comme il s'intéressait beaucoup aux vieilles pierres, aux monuments moghols, il les a reproduits dans de nombreux tableaux. Et ceux-ci se trouvent, alors ceux que vous avez vus de Penang se trouvent au Musée national de Penang. Donc j'ai pu obtenir les reproductions. Les tableaux de la première étape sont à l'India Office Library de Londres et ceux-ci sont au Yale Institute aux États-Unis. Vous vous souvenez du Qutb Minar? Je vous avais parlé de ce minaret, non, de cet endroit qu'il avait aménagé. Donc il l'a reproduit aussi, les jardins du Qutb Minar. Et voilà. Donc il a été un peintre très fécond. Il a peint énormément et on pense que durant sa vie de retraité en Italie, en Angleterre et à Nice, il n'a fait que peindre. On en a pour preuve qu'à la vente du château Redcliffe, seulement pour le château, son fils a vendu plus de 300 tableaux. Plus de 300 tableaux. Et dans une chronique niçoise, on a retrouvé une mention d'une fresque de 20 mètres de long qu'il avait réalisée pour la Rotonde, ici à Nice. Alors, encore un mot, chronique. Dans mon livre, j'ai repris un florilège de tous les articles de presse de l'époque, des extraits de livres et de guides, pour montrer à quel point ce château suscitait des commentaires extrêmes. On allait de l'admiration folle à vraiment un dégoût total pour ce genre d'architecture. Et Jean-Paul Potron, qui maintenant est conservateur à la bibliothèque de Sézolles et qui m'avait aidé à l'époque aussi quand il était à Sézolles pour la recherche de documents, a lui écrit un mémoire sur tous les articles de presse et de guide et l'image de Nice dans ces articles de presse et de guide. Et il écrit que pour le château de l'Anglais, c'est le seul point d'achoppement. C'est-à-dire que les critiques ne sont jamais égales. Alors que pour tous les autres édifices à Nice, il y a un avis généralisé, soit favorable, soit défavorable. Donc même à ce niveau-là, le château de l'Anglais fait parler de lui. Alors je crois que je ne sais pas combien de temps il me reste. Il est déjà 16h15. Je continue. Allez, on arrive maintenant au mystère. Les mystères. Alors, les mystères, là, je referme mes notes, que je n'ai pas vraiment consultées. Donc, j'ai bien fait d'écouter l'avis de cette personne hier soir. Donc, le mystère. Quand je vous ai parlé de Lord Moira au début de sa carrière, il a été affecté en mission au commandant en chef de la Compagnie des Indes orientales et qui a eu une influence déterminante non seulement sur sa carrière militaire, mais certainement sur sa philosophie de vie, sa Weltanschauung, comme on dit en allemand. Et ce Lord Moira était le grand maître franc-maçon, le premier et le seul grand maître franc-maçon anglais aux Indes. Alors, il l'a suivi pendant des années. Il a certainement été influencé non seulement par cette philosophie de vie, mais également par un courant qui existait à l'époque en Angleterre et aux Indes. C'était une recherche de fusion entre l'Orient et l'Occident.
comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas encore le Raj, donc il n'y avait pas encore le puritanisme victorien aux Indes, il n'y avait pas encore la domination du gouvernement britannique aux Indes. Et à Delhi, il y avait une interaction entre les Anglais et la population locale. Donc même la philosophie hindoue et l'islam. Ils étudiaient les langues et il y avait à l'époque un mouvement de réforme aussi de l'hindouisme mené par un personnage qui s'appelle Ram Mohan Roy et qui a fondé ce qu'on appelle le Brahmo Samaj, qui a été très important dans la lutte aussi des Indiens vis-à-vis de la domination anglaise au moment de l'indépendance. Ils se sont beaucoup inspirés de ce mouvement qui, à son tour, était inspiré du mouvement unitariste anglais. Et donc, toutes ces idées ont germé, pense-t-on, dans l'esprit du colonel Smith, donc, qui recherchait cette union entre l'Occident et l'Orient. Et on en a comme vestige ou comme preuve les décorations des murs de ces châteaux. Alors vous conviendrez avec moi que c'est assez insolite de mettre des grandes croix sur la façade d'un château, des croix surmontées de flammes. Si on est religieux, si on est croyant, on construit une chapelle. Quand on a des terrains aussi vastes, on a la place pour construire une chapelle. Ou bien on construit une chapelle à l'intérieur de son château, ce qui n'était pas le cas. Donc il a, même à Redcliffe, on voit déjà ces croix, on les voit bien là en bas, et toujours des croix avec des flammes, ou des croix avec l'effigie de Saint-Georges terrassant le dragon. Au château de l'Anglais, vous voyez sur la tour principale, il y a 8 grandes croix qui sont appliquées à la façade de la tour principale. 8 grandes croix surmontées de flammes. Et sur les ailes latérales, les tours, voilà, là on la voit de plus près, alors qu'elle n'a aucun effet décoratif. Excusez-moi, mais ce n'est même pas beau, aucune beauté. Donc elle devait avoir un sens, ça devait être certainement symbolique. Voilà, là on voit ici sur les tours latérales, on retrouve à plusieurs endroits du château des coupes avec de nouveau cette flamme. Donc symbole de sagesse, symbole de connaissance. Voilà, on peut l'interpréter comme on le pense. Moi, je ne donne que des pistes, je n'avance rien de certain. Mais évidemment, en vivant là et en étant confronté tous les jours avec ces symboles et en entendant dire que c'était un fada, j'ai commencé à me poser des questions. Voilà. Là, ce que vous voyez, ce sont les armes, enfin les fleurs du colonel, parce qu'il était à la fois irlandais, écossais et anglais. Donc la rose, le chardon et le trèfle. Ici, je ne sais pas si on le voit très bien, c'est Saint-Georges terrassant le dragon. Voilà, on le voit, vous le voyez un peu? Oui, le château a besoin d'être restauré. Quand il sera restauré, si je suis toujours là, je ferai une autre conférence avec seulement des photos alors à ce moment-là. Alors ceci, c'est le symbole le plus parlant pour moi de la pensée, disons, philosophique du colonel. Elle est appliquée sur le mur, il y en a 2 qui flanquent l'entrée de la rotonde. Alors ce sont 2 chevaux ailés. Or, en symbolique, le cheval et le dragon sont vraiment des symboles primordiaux. S'ils sont unis, c'est la fusion. S'ils sont séparés, s'ils vont chacun de leur côté, c'est la guerre, c'est le conflit. Ils sont surmontés d'une conque. Alors la conque, c'est un symbole très important chez les hindous. C'est un symbole de connaissance. Et le trident aussi. Donc le trident, qui est symbole hindou, mais qui est aussi à l'origine, à la chrétienté, un symbole aussi. Donc tout ceci renfermé dans une lunette appliquée sur l'entrée de la rotonde nous fait réfléchir. Ce n'était pas seulement un salon de musique. Je ne pense pas que ça représente Beethoven ou Bach ou
d'autres compositeurs. Voilà l'entrée de la rotonde. On les voit bien là, les deux appliques. Alors entrons dans la rotonde. Pour l'instant, on ne peut plus y entrer, elle est barricadée, on n'y entre pas. Donc voilà, vous voyez, il y a le dôme qui est percé des 8 oculi dont je vous ai parlé. Au centre, on retrouve à chaque fois les fleurs armoiries du colonel, hein, la rose, le trèfle et le chardon. Et il y a aussi des médaillons avec l'empereur Napoléon III, Eugénie, Socrate, Euripide et d'autres penseurs. Et voilà ce qui nous a fait penser à ce qu'aurait pu être la rotonde à l'époque de Smith, un lieu de réunion. Alors réunion, on ne sait pas lesquelles, hein, parce qu'il y avait à la fin du XIXe siècle énormément d'associations ésotériques, initiatiques, de recherche. C'était vraiment très en vogue, hein, n'oublions pas. À la mi-19e siècle, les expositions universelles, l'exotisme, la connaissance de l'Orient et ce désir aussi d'ouverture et de connaissance. Voilà, de ce monde-là, et pas seulement de notre monde. Alors, je ne dirai rien à ce propos, je vais simplement vous relater comment l'a décrit l'expert des monuments historiques quand il est venu en l'an 2000 pour dresser l'inventaire de tous les aspects à conserver du château de Langley. Il a décrit cette petite alcôve que l'on rejoint par un escalier qui vient de l'escalier principal, qui est emmuré maintenant, parce que, comme je vous ai dit, c'est une autre propriété. Il a décrit cela comme un confessionnal du temps du Moyen-Âge. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai confessé tout ce que je pouvais confesser. Il y a certainement des oublis, voilà, parce que mon texte était assez dense. Mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre, hein. Excusez-moi si j'ai parlé longtemps. Voilà, merci. Merci.